Bonjour à tous, est-ce que vous nous entendez correctement? Enfin, est-ce que vous m'entendez correctement? Alors, en fait, la présentation va concerner trois aspects. En plus de Counter et EasyParse, ça va concerner mesure, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec des rapports Counter. Je voudrais commencer par faire un rapide sondage. Ça va être facile, il y a une question. Qui d'entre vous a déjà eu affaire à des rapports Counter? Ok, donc ce qu'on va commencer par faire, ce que je vais commencer par faire, donc là, on va s'organiser comme ça. Je vais faire un point sur le contexte, qu'est-ce qui nous amène à vous parler aujourd'hui. Un deuxième point sur qu'est-ce que Counter, le guide de bonne pratique considéré de facto comme une norme. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des rapports Counter, donc qui sont des rapports d'usage que nous livrent les éditeurs. Et ensuite, pourquoi est-ce que les rapports Counter ne sont pas suffisants pour travailler correctement avec des statistiques d'usage et pourquoi on a besoin de se réapproprier ce chantier, notamment par le biais d'outils comme EasyParse. Donc le point de départ, c'est des éléments de contexte que vous connaissez probablement. Donc c'est des chiffres qui sont en majorité issus du rapport STM de cette année, que je vous invite à lire, au moins le résumé exécutif qui est assez intéressant, qui donne des ordres de grandeur. Parmi lesquels le chiffre d'affaires mondial de ce que représente la documentation dans le monde, le nombre d'éditeurs que ça concerne. Donc là, moi, je vous parle de la position Couperin, donc pas seulement documentation numérique pour la communauté des mathématiciens, mais pour la communauté de l'ESR en général. Donc ça, c'est des chiffres vraiment globaux. Donc voilà, on voit qu'il y a 5 à 10 000 éditeurs recensés, environ 28 000 titres de revues à comité de lecture, presque 2 millions d'articles publiés par an, des coûts d'abonnement qui augmentent et des budgets d'établissements qui s'abonnent plutôt en stagnation, voire en baisse ces derniers temps. Et l'idée derrière ça, c'est pour négocier, on a besoin d'avoir accès à du matériau stratégique dont les statistiques d'usage font partie. Les statistiques d'usage qui permettent de connaître à la fois le public, les ressources consultées pour prendre des décisions de réabonnement, de désabonnement, etc. Donc là, je pense que je vous apprends rien, mais ça a posé un peu le cadre de notre travail. Donc pour faire le point côté statistique, un des matériaux qu'on utilise traditionnellement sont les statistiques que nous fournissent les éditeurs. Et à ce titre-là, on connaît trois situations. La situation où les éditeurs ne fournissent pas de statistiques. Parce que, pour une raison ou pour une autre, en général, parce que c'est un petit éditeur de niche qui préfère consacrer son temps de travail à mettre en ligne des documents, etc., qui n'a pas le temps de s'occuper de l'aspect reporting, on a accès à rien, enfin, on n'a pas de retour sur qui consulte quoi. Le deuxième cas de figure, c'est des éditeurs qui fournissent des statistiques, mais qui se conforment à aucun standard. Donc c'est des statistiques qui sont indicatives, mais qu'on ne peut pas comparer avec des statistiques d'autres éditeurs. Donc c'est un premier pas, mais c'est pas assez. Et le troisième cas, c'est les éditeurs qui se conforment à un standard, Counter en l'occurrence, dont je vais vous parler à présent. Et ça, c'est un peu le meilleur des cas. Donc, on a indiqué ça par un code couleur assez subtil, comme vous voyez. Donc Counter, c'est quoi? C'est une initiative internationale dont l'objectif est d'améliorer la fiabilité des statistiques d'usage et de s'assurer que les rapports qui sont fournis sont crédibles, compatibles et cohérents. Et les moyens employés pour ça sont le fait qu'ils sont théoriquement facilement implémentables et utilisables à la fois par les fournisseurs, les intermédiaires, donc les agences d'abonnement, etc. Parce que dans fournisseurs, on a des éditeurs et puis éditeurs-fournisseurs, quoi. On n'a pas forcément affaire à des éditeurs dont le métier est faire de l'édition, on a aussi affaire à des vendeurs de contenu qui ne sont pas ceux qui éditent les contenus. Et les statistiques, on les récupère de pas mal d'endroits différents. Donc l'idée, c'est que le Counter soit un standard partagé par tous les parties, par tous les tiers de la chaîne, donc de l'éditeur jusqu'à l'usager final, pour ainsi dire.
Et donc, ça passe, le moyen principal employé, c'est la publication d'un code de bonne pratique qui va définir qu'est-ce qu'on met, dans quel rapport, et comment on met ces rapports à disposition. Donc ça indique aux éditeurs comment ils doivent faire pour fournir des rapports, quelle tête ces rapports doivent avoir, et qui nous indique à nous, les consommateurs de ces rapports d'usage, comment est-ce qu'on doit les lire, les prendre en compte. Pour passer très rapidement, je ne vais pas vous lire la slide, je vous invite à les reconsulter après. Donc, Counter a une structure associative composée d'un conseil d'administration, d'un comité exécutif, une directrice de projet qui a succédé à un directeur de projet très récemment, donc qui a repris la suite, et un conseil consultatif international auquel on peut participer. Et le fait que c'est une structure associative fait aussi que vos établissements peuvent être membres de Counter et donc avoir voix au chapitre en ce qui concerne la discussion pour les versions successives de Counter. Donc là actuellement on est à la version 4 du code de bonne pratique. Normalement la version 5 est prévue pour 2017 il me semble. Les discussions sont toujours en cours. Il est toujours possible d'intervenir dans la discussion. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire c'est pas seulement une norme qui nous tombe du ciel, c'est vraiment un processus itératif et il y a vraiment une discussion pour peu qu'on prenne la peine de s'y impliquer. Donc voilà, là je fais un rapide résumé. Quand on parle de Counter, en fait ça concerne 3 guides de bonnes pratiques distincts. Celui qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, c'est le premier, c'est celui qui est le plus connu, c'est le code de bonne pratique pour les ressources électroniques. Je vais y revenir un peu plus en détail. Quand on parle de version 4, c'est la seule version valide. En fait, il y a version 1, 2, 3, jusqu'à très récemment, il y avait encore des éditeurs qui disaient on est conforme Counter version 3, mais en fait, la seule version qui est valide, c'est la version 4. Et on verra aussi pourquoi tout à l'heure, c'est important que les éditeurs se conforment à cette version plutôt qu'aux versions passées. Et puis ensuite, pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller voir à quoi ressemble le guide de bonne pratique pour les articles et pour le facteur d'usage, mais je ne vais pas rentrer dans le détail de ces rapports aujourd'hui. Donc voilà, pour ceux qui n'auront pas le temps d'aller le lire ou que ça n'intéresse pas forcément, je vous fais une sorte de best-of de ce qu'il y a dans la version 4 du rapport pour les ressources électroniques. Donc c'est une version, c'est un standard qui tient compte de différents types de contenus, donc les périodiques, les bases de données, les ouvrages et les contenus multimédia. Donc c'est assez large, ça balaye assez large. Et ça définit pour chacun de ces types de contenus quel type de rapport les éditeurs sont censés fournir. Il va de soi qu'un éditeur qui ne propose que des périodiques ne doit produire que des rapports de type périodique pour être éligible à être déclaré conforme Counter. Le point très intéressant de la version 4, c'est le dernier point là, c'est le fait que avec la spécification de comment les rapports doivent être fournis, on a aussi, enfin je veux dire de quelle façon ils sont présentés, on a aussi la spécification de comment ils doivent être livrés aux utilisateurs de ces rapports, à savoir par un protocole de web service qui s'appelle Sushi, qui permet de mettre de mettre à disposition les rapports de façon à ce qu'on puisse les récupérer automatiquement. Donc par appel de web service, on peut écrire un programme qui régulièrement va moissonner les rapports chez les éditeurs. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que jusqu'à présent et historiquement, on sait que beaucoup de collègues qui sont en charge des ressources numériques dans leur établissement continuent à aller récupérer manuellement les rapports sur les sites des éditeurs dans la zone d'administration, etc. Et quand il faut le faire pour 10, 15, 20, 30 éditeurs auxquels on est abonné, on y passe rapidement un long moment. Donc le fait que dans la version 4 de Counter, il y ait stipulé il faut pouvoir récupérer ces rapports par appel de web service, ça nous fait faire une économie en temps et en moyens assez phénoménale. Donc, pour ceux qui n'auraient jamais vu un rapport Counter, ça ressemble à ça, sous format, quand vous les récupérez manuellement directement sous format CSV qu'on ouvre dans un tableur comme Excel, vous avez accès à ça. Donc c'est un rapport
où vous avez une ligne par titre de revue. Enfin, en l'occurrence, pour les Journal Report One, c'est un titre de revue par ligne et différentes colonnes qui caractérisent le titre de la revue, des informations bibliographiques comme son ISSN, son DOI, la période pour laquelle on récupère des données et puis une colonne par mois pour dire temps d'accès en PDF, temps d'accès en PDL, temps d'accès en PDF et temps d'accès total. Voilà. Je pense que c'est bon, en fait c'est assez simple hein, comme vous pouvez le voir. Donc maintenant côté appel de web service, donc Sushi, c'est une norme qui a été publiée, c'est une norme ISO en fait. Je me rappelle plus à quelle version on en est, mais je crois que c'est la 2e ou 3e version. Ça bouge pas beaucoup de toute façon, et puis les versions sont rétrocompatibles. C'est ce qui nous permet de récupérer un rapport de ce type-là, mais au format XML. Donc pareil, quelque chose qu'on récupère et qu'on peut, à l'aide d'outils informatiques assez standards, traiter et remettre en ligne ou republier facilement. C'est-à-dire que on passe de la collecte manuelle de rapports Excel à de la collecte automatisée dans un format normé, bien décrit, qui nous permet de travailler aussi derrière. Donc voilà, là je vous l'ai mis juste pour information. L'équivalent XML, ça ressemble à peu près à ça. Et ce qu'on peut en faire assez rapidement, c'est ce dont moi je m'occupe à temps partiel à Couperin, c'est-à-dire un portail de collecte automatisé pour les membres du consortium. Donc pour une douzaine d'éditeurs à l'heure actuelle, avec l'objectif d'en couvrir plus au fur et à mesure, on récupère les rapports pour les périodiques pour nos membres et on les met en ligne sur un portail commun à tous. Donc voilà, ça ressemble à ça. L'adresse web c'est mesure.couperin.org et vous pouvez vous y connecter si vous avez un compte sur le site Couperin et que vous êtes référencé comme correspondant ressources électroniques dans votre établissement, dans notre annuaire. Si vous avez des questions à propos de ça, on pourra rediscuter plus tard, ou vous pouvez aussi me poser des questions par mail si vous avez envie ou besoin d'accéder au portail et que vous n'y arrivez pas. Je reste disponible pour répondre à ces questions. Donc une fois authentifié dans Mesure, on a accès à quelques mises en forme graphiques simples de ce qu'on peut faire avec les rapports pour son établissement, mais aussi pour tous les établissements pour lesquels on moissonne. On a décidé, en fait c'est dans la charte de l'adhérent Couperin, que les rapports sont accessibles non seulement à son établissement, mais à tous les autres établissements membres. Ça permet de faire des comparaisons établissement par établissement, par exemple, pour une ressource. Donc là, la première vue, l'écran d'accueil, c'est un résumé annuel pour tous les éditeurs qu'on collecte pour une année pour un établissement. Donc là, en l'occurrence, pour Toulouse 3, vous voyez qu'on moissonne un certain nombre d'éditeurs. Et vous avez la représentation pour chaque éditeur. Évidemment, Elsevier est très très souvent en haut, puisque c'est eux qui ont les plus gros bouquets et qui font le plus gros nombre d'accès en général. Donc on a accès à quelque chose comme ça avec des chiffres par mois. Donc ça, c'est ni plus ni moins que la récupération automatique et la mise en forme graphique des rapports qu'on a récupérés par appel de web service et qu'on moissonne régulièrement. La deuxième chose, c'est la représentation d'un rapport comme celui que je vous ai montré sous Excel tout à l'heure, pareil, remis en forme sous la forme d'une page web avec un tableau qui se trie, qui se filtre, etc. Enfin, quelque chose de plus facile d'utilisation qu'un tableau qui peut faire jusqu'à, pour Elsevier, quand vous récupérez des rapports sur les périodiques, vous avez un document qui fait 3000 lignes, et si vous avez besoin de faire des tris, faire des recherches, etc., c'est un peu ennuyeux, pour le dire gentiment, et du coup, là, l'idée, c'est d'essayer de proposer une interface plus agréable à utiliser. Donc là, vous avez accès à un rapport pour les périodiques, pour un établissement, pour une période de temps donnée. Donc là, en l'occurrence, une année. Avec la représentation du nombre d'accès par mois complet, et puis la représentation du nombre de titres de périodiques distincts accédés par mois. Parce qu'en général, on est abonné à un bouquet de revues, jusqu'à 3000 revues, mais toutes ces revues ne sont pas consultées. Donc l'idée, c'est aussi de profiter d'avoir accès à ce matériau pour proposer des indicateurs comme ça très simples qu'on peut calculer à la volée rapidement, quoi. La deuxième vue, c'est la vue qui distingue les accès aux ressources courantes
et les accès aux archives. Donc ça permet aussi d'avoir une idée rapidement de comment les ressources sont constituées sur la plateforme d'un éditeur. Et puis enfin, une vue sur l'évolution annuelle comparée. Donc d'une année sur l'autre, mois par mois, vous avez la vue de est-ce que la consommation reste à peu près stable. En général, c'est le cas. Est-ce qu'il y a des pics de consultation pour certaines années ou par moment dans l'année, etc. Donc ça, pareil, c'est des choses qui sont très faciles à faire. Et puis enfin, une vue pour rappeler aux établissements pour quels éditeurs on moissonne et pour quels établissements chez quels éditeurs on moissonne. Parce que pour parler concrètement, moi je récupère auprès des éditeurs en général des listes d'établissements abonnés avec des identifiants pour ces établissements qui me permettent d'envoyer des requêtes en masse. Donc par exemple là pour Elsevier, je moissonne pour 153 établissements. Malgré le fait qu'on sait qu'il y a plus d'établissements qui sont abonnés, moi j'ai pour l'instant seulement eu accès à une liste de 153 établissements avec des identifiants valides pour lesquels je peux récupérer des rapports. Et donc c'est là qu'on tient à jour pour qui on moissonne. Et aussi comment est-ce que les éditeurs nomment les comptes établissements. Parce qu'il peut y avoir un établissement peut être nommé d'une façon ou d'une autre auprès d'un éditeur. Et du coup, on retrouve cette information à cet endroit-là. Donc, j'espère que je ne suis pas allé trop vite. Donc ça, pour revenir au début, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec des statistiques fournies par les éditeurs, et surtout qu'est-ce qu'on peut faire quand ces statistiques se conforment au standard counter et sont récupérables, moissonnables automatiquement. Ça nous permet de faire un portail type mesure, donc qui couvre bon an mal an une partie de la communauté ESR et qui couvre une douzaine d'éditeurs pour l'instant, avec l'objectif d'en couvrir plus, parce qu'on sait qu'il y a plus d'éditeurs que ça qui se conforment à Counter. Donc maintenant qu'on est capable de faire ça, on est quand même confronté à quelques grosses limites. Donc la première grosse limite, c'est celle d'être complètement dépendant des éditeurs ou des fournisseurs pour qu'ils se conforment au standard, qui s'y conforment de façon réelle, c'est-à-dire qu'ils se prêtent à un audit de certification auquel ils sont censés être soumis chaque année. On se rend compte que ce n'est pas le cas de tous les éditeurs. Qui évidemment, quand ils ne fournissent pas de rapport counter, ne fournissent pas non plus les données brutes de consultation, ce qui est compréhensible, mais ce qui est quand même dommageable pour nous, et qui mettent plus ou moins vite à jour la liste des établissements qui sont réellement abonnés à leur contenu. Donc ça, c'est tout un travail pas très intéressant et extrêmement coûteux en temps, qu'on essaye d'économiser aux établissements, mais auquel on se trouve aussi confronté. Donc on est un peu complètement dépendant de la bonne volonté ou des moyens mis à disposition par les éditeurs pour fournir correctement ces rapports. Ensuite, la deuxième grosse limite, c'est la granularité. Vous avez vu qu'on travaille à l'échelle tout le temps d'un compte et que ce compte est souvent assimilable à un établissement. Ce qui nous intéresse beaucoup en tant que spécialiste de la documentation numérique, c'est de savoir qui a accès à quoi. Qui dans le sens, quelle catégorie d'usagers, à quel niveau de diplôme, à quelle tutelle, etc. Et ça, c'est quelque chose auquel on n'a pas accès via les rapports éditeurs. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Ça veut dire que les éditeurs n'ont pas connaissance de ces informations-là. Mais nous, ça nous intéresserait quand même pour pouvoir travailler finement d'avoir ces informations par un moyen ou par un autre. Et du coup, c'est pas dans Counter que ça va se passer. Et puis enfin, d'autres limites de l'ordre de... on a du mal à distinguer l'accès à des contenus comme ce qu'on voit arriver beaucoup, les contenus hybrides, donc des revues qui sont à la fois payantes mais qui donnent accès à un peu d'articles gratuits. Du coup, pour suivre des abonnements de façon précise, c'est difficile de travailler avec les rapports Counter qui font pas encore très bien cette différence, malgré l'arrivée d'un rapport qui s'appelle JR1 GOA pour Gold Open Access, mais il nous manque quand même une certaine finesse dans la mise à disposition de ces informations. Donc tout ça nous amène à dire on a besoin de reprendre le contrôle sur la façon dont les indicateurs d'usage nous arrivent. Et donc là, je passe la parole à Dominique qui va vous parler d'une façon de faire ce travail. Ok, donc merci Thomas.
Donc moi, je vais faire un petit sondage aussi, comme toi. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont déjà entendu parler d'EasyParse? Oui, donc pas mal déjà. Ouais. Donc, bon, EasyParse donc, arrive pour réaliser des statistiques locales. Je vais faire un petit historique en fait à propos d'EasyParse. En fait, je travaille sur le sujet. Moi, je suis informaticien à l'INIST depuis les années 2006. L'historique, en fait, c'est que on est opérateur pour le CNRS à l'INIST, donc de la mise en ligne des ressources électroniques. Et bien sûr, comme il y a des investissements, comme l'a rappelé Thomas, on veut savoir comment est dépensé l'argent. Donc on veut des statistiques. Et donc à l'époque, on m'avait demandé de faire des statistiques. Et comme l'a présenté Olivier, on commence à regarder dans les fichiers de log, et puis on commence à faire des statistiques, et puis ça fait des beaux chiffres, et puis sauf que c'est un travail. On nous demande quelles plateformes sont consultées, et puis après on nous demande quelles revues sont consultées, et ça demande donc on met le doigt dans un engrenage. Et à l'époque, on fournissait des statistiques, on avait des beaux graphiques, et quand on les montrait, tout le monde nous disait oui, nous aussi on voudrait des beaux graphiques, sauf que ça représente un travail énorme. Et donc en 2012, avec Stéphane et puis Thomas, on a décidé de faire ce travail pour pouvoir le mettre à disposition d'autres personnes, parce que un logiciel que j'avais développé auparavant était donc bien câblé sur notre système d'information, donc on ne pouvait pas le proposer aux autres. Et donc, on a décidé de monter un projet donc, avec 3 partenaires, donc l'INIS CNRS, qui avait déjà l'expérience sur le sujet, puis Couperin, qui gère les licences nationales, donc qui était directement impliqué, et puis l'Université de Lorraine, parce qu'il nous fallait un testeur au sens universitaire, parce qu'au CNRS, on a un fonctionnement un peu qui est propre au CNRS. À l'université, c'est pas exactement le même fonctionnement. Et donc, Couperin en tant que financeur, le CNRS en tant que réaliser le programme, développement le programme, et l'Université de Lorraine comme testeur, comme site pilote. Et donc, pour développer ce projet, on a utilisé les méthodes agiles. Et ce que vous voyez donc là sur ce transparent, c'est un peu la vision, ce qu'on appelle la vision du produit. C'est un peu le document fondateur, c'est-à-dire sur lequel les différents partenaires se mettent d'accord par rapport aux objectifs du projet. Donc là, je vous ai juste mis un petit extrait, mais donc on était un peu précurseur. On a fait le choix d'utiliser ce type de méthode parce qu'on savait qu'on allait avoir besoin de collaborer, de mutualiser les choses. Donc, le projet a commencé en fin 2012. Là, on est en 2015. On arrive à la fin du développement du projet. On a déjà un auditoire assez important parce qu'en fait, même si c'est un logiciel de niche, c'est vraiment spécialisé comme usage, il a à la fois une portée nationale et une portée internationale. La portée nationale, potentiellement, c'est quand même au sein de l'ESR 113 établissements. Avec l'intermédiaire de Thomas, donc on les a recensés, on les a contactés. Il y en a 63 qui ont déjà déclaré leur intérêt et il y en a 35 qui ont ce qu'on appelle prédéfini avec le logiciel, c'est-à-dire qu'ils nous ont déjà fourni des fichiers de log, donc je reviendrai un peu sur le principe, et donc pour lesquels il y a un paramétrage tout prêt pour EasyParse. Parce que EasyParse, il y a une instance qui est disponible en ligne, que je pourrais vous montrer ou qu'on pourra voir dans les ateliers cet après-midi. Et la portée internationale, c'est que la problématique, elle est, comme elle concerne les éditeurs, et qu'il n'y a pas de logiciel aussi spécialisé en fait, sur ce marché, on a régulièrement des contacts à l'étranger
hein. On a décidé, donc, comme c'est un projet collaboratif, de mettre à disposition ce logiciel sur un site qui s'appelle GitHub, donc logiciel libre, donc tout le monde peut l'installer. Et donc on a des contacts à la fois aux États-Unis et à la fois en Europe. On fait beaucoup d'efforts pour faire parler pour faire connaître le logiciel, parce qu'il est quand même basé justement sur cette collaboration. C'est une certaine forme de crowdsourcing. Parce qu'en fait, je vais revenir dessus, mais pour pouvoir mesurer l'usage d'une plateforme donnée, eh bien, il faut connaître bien comment fonctionne le logiciel qui met en ligne les données de l'éditeur. Donc connaître cette URL, il y a une sémantique de l'URL pour savoir ce qu'on veut reconnaître. Et donc on a besoin, c'est un travail qui est important, et au début je le faisais tout seul, mais si on veut vraiment être exhaustif, il faut collaborer. Donc on a des listes de diffusion à la fois pour les gens qui veulent utiliser le logiciel et puis les gens qui veulent contribuer à l'analyse de plateforme. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc on est présent sur Twitter, vous pouvez nous suivre, sur Google+, sur Facebook. Sur YouTube, en fait, on met à disposition les revues de projet, en fait, parce que donc dans cette démarche méthode agile, ouverture sur les développements, on tient à avoir le plus vite possible un retour d'expérience des utilisateurs pour être sûr que ce qu'on fait, ça convient. Et donc les revues de projet qui ont lieu à peu près tous les mois sur les fonctionnalités qui ont été développées sur le logiciel sont accessibles à distance. Donc on s'enregistre et donc à la fin de la revue de projet, je mets en ligne la revue de projet sur YouTube pour ceux qui ne... Parce que c'est difficile, on n'est pas toujours tous les mois disponible pour la revue de projet. Et on est consulté sur YouTube. Donc on a fait beaucoup d'efforts sur l'architecture du logiciel. Parce dès le début, on avait cet objectif que ce logiciel puisse être installé en local. C'est-à-dire l'objectif, c'est donc de faire des statistiques locales. Il y a une problématique de fichiers de log. Vous savez que dans toutes les traces peuvent être enregistrés sur l'usage des utilisateurs. Il y a des aspects confidentialité. Donc, il était important que chaque organisme qui a l'objectif d'utiliser EasyParse puisse l'installer chez lui. Et donc, que ça soit facile d'installation, sécurisé. Et donc, on a adopté une démarche qui est de faire des développements qui sont basés sur les tests. C'est-à-dire, sitôt qu'on fait quelque chose, on a un test qui correspond pour être sûr de la qualité du logiciel. On pratique ce qu'on appelle l'intégration continue, c'est-à-dire que sitôt qu'on fait une modification, elle est poussée jusqu'à une version de production, d'usage. C'est modulaire parce que, j'y reviendrai, pour reconnaître chacune des plateformes éditeurs, c'est un petit module qu'on intègre dans le code. Donc dès le début, il fallait prévoir ça. Il fallait prévoir aussi on a même prévu que les contributeurs pouvaient écrire des modules donc pour participer à la reconnaissance des URL pour les plateformes qui sont consultées dans le langage qu'ils voulaient. Après, on s'est aperçu après que c'était pas forcément utile parce qu'en fait les modèles qu'on propose sont relativement lisibles et on peut le faire avec le langage qu'on utilise qui est JavaScript pour le logiciel. Donc il fallait que ça soit paramétrable. Donc j'en ai un petit peu parlé. Les fichiers de log qui sont utilisés, donc qui est la matière première d'EasyParse, peuvent avoir des formats différents. Un EasyProxy, Olivier en a parlé, il peut produire des traces et ces traces peuvent être paramétrées pour avoir un format particulier. Et donc on doit être capable au niveau du logiciel de savoir le reconnaître. Donc le logiciel est hébergé sur GitHub
n'importe qui peut le télécharger. Et puis un point très important aussi, c'était les mises à jour. C'est-à-dire qu'on est dans une démarche agile, on produit des versions régulières, tous les mois il y a une nouvelle version pratiquement. Si les gens installent cette version chez eux, il faut qu'ils puissent la mettre à jour. Il ne faut pas que cette opération soit compliquée. Et donc là, actuellement, la mise à jour de version, elle se fait via un clic. Il y a une interface d'administration web, on fait un clic, tac, et ça met à jour la version. Bon, le principe de fonctionnement, est-ce que ça marche là? Oui. Donc là, typiquement, on a un chercheur qui veut accéder à une ressource qui est le site des éditeurs ici. Et on profite du fait que on a un serveur mandataire. On est vraiment dans ce cas de figure où on est obligé d'avoir un serveur mandataire pour pouvoir utiliser le logiciel. Donc le serveur mandataire qui peut être EasyProxy ou autre chose, donc qui fait cet intermédiaire qui a été décrit donc par Olivier tout à l'heure, il est généralement chargé donc de gérer les droits d'accès. Donc là via l'annuaire LDAP de l'organisme. Et donc, dans ces fichiers de log, on va avoir donc ce qu'on appelle un token d'authentification qui va permettre de savoir qui. Et puis, on va avoir aussi l'URL qui a été demandée pour atteindre le site de l'éditeur. Donc, Olivier l'a dit tout à l'heure, cette URL réécrite par l'EasyProxy ou par le serveur mandataire. Donc on va analyser la sémantique de l'URL qui a été tracée en fait dans ces fichiers journaux par l'intermédiaire de ce qu'on appelle des parseurs. Et à chaque plateforme qui est consultée va correspondre à un parseur. Donc chaque plateforme va avoir sa façon d'accéder à un article, à une revue de sommaire. Voilà. Et donc ces parseurs sont spécifiques et permettent de produire ce qu'on appelle des événements de consultation. Un événement de consultation, qu'est-ce que c'est? C'est un utilisateur a cliqué sur un article PDF ou a cliqué sur une page qui lui permet de voir un article en HTML. Et donc, c'est ce qu'on considère comme un événement de consultation. Ça peut être aussi une revue de sommaire. Ça peut être... on va de plus en plus loin maintenant. On peut aussi avoir des vidéos, enfin d'autres choses. On fait aussi appel à ce qu'on appelle des bases de connaissances qui permettent d'enrichir en fait ces événements de consultation avec d'autres informations. Et donc EasyParse, c'est une application web, donc qui a une interface web, mais qui est aussi fonctionnelle sous forme d'API, c'est-à-dire que tout est automatisable, c'est-à-dire qu'on peut envisager d'automatiser tous ces traitements de façon à produire ces événements de consultation. Donc là, vous voyez l'interface web et vous voyez aussi, c'est peut-être un peu moins visible, une ligne de commande qui utilise en fait l'API. Et qu'est-ce que ça produit? Ça produit un fichier résultat, mais je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc là, on a une séquence, donc on a vraiment l'utilisateur consulte, on a des fichiers de log et EasyParse analyse, et on a ce résultat qui est produit. Donc il faut que j'accélère. Donc là, c'est une illustration des plateformes qui peuvent être reconnues. On en est à 70 et c'est là où on a besoin de faire appel aux contributeurs parce que par exemple, en tant qu'opérateur pour le CNRS, on reconnaît on est abonné à un certain nombre de plateformes et pour pouvoir analyser ces plateformes, il faut y être abonné, il faut pouvoir consulter les plateformes. Qu'est-ce qu'on produit? On produit donc des événements de consultation qu'on peut enrichir. On fait appel pour cet enrichissement à des tables externes et récemment on a utilisé une nouvelle fonctionnalité qui est une API d'enrichissement qui nous permet à partir d'identifiants qu'on va retrouver dans les URL des éditeurs, on va pouvoir enrichir en appelant Crossref, en appelant l'API d'Elsevier, en appelant HAL et d'autres API qui nous permettent de récupérer des informations. Et donc on produit des tableaux de bord. Enfin, on va pouvoir, à partir des événements de consultation, produire des tableaux de bord à partir d'autres outils qui sont comme Excel ou Visokio
ou alors faire un démonstrateur. Si on a un peu de temps, je vous le montrerai tout à l'heure. Donc là, je repasse rapidement, j'en ai déjà parlé, donc c'est l'application web. Hein, là, on a un formulaire dans lequel qu'on peut utiliser pour charger le fichier de log qu'on va vouloir analyser. Et on a un petit bouton ici qui nous permet en fait d'obtenir la commande qui permettra directement d'automatiser le processus de chargement du fichier de log. Donc, qu'est-ce qu'on obtient en résultat? On obtient un fichier CSV avec, là, vous voyez les différents champs qui peuvent être utilisés. Donc, le type de consultation, est-ce que c'est un article, une revue de sommaire qui est en PDF, en HTML, etc. L'identifiant de la revue, le titre qu'on a pu éventuellement remonter. À partir de l'adresse IP, on peut aussi avoir la localisation via GeoIP. Pour produire des tableaux de bord, on peut utiliser des outils évolués, comme à Linux on utilise Visokio, qui permet de faire des tableaux de bord assez parlants. Donc là, je vais vous montrer quelques illustrations. C'est des tableaux qui ont été produits par Thomas Junot, hein, donc, qui est de l'Université de Lorraine et qui est notre partenaire en tant que site pilote, et donc qui montre en fait l'usage selon si les utilisateurs sont étudiants ou ils sont chercheurs. Et la première utilisation qu'on peut faire, c'est tout de suite constater des abus, par exemple. Là, on voit un abus d'un étudiant qui a consulté, ou alors ici au niveau des stats CNRS, on avait détecté un abus sur une connexion. Et puis donc on peut aussi, selon en fait les ressources, quelles sont les proportions qui utilisent ces ressources. Donc là on voit que pour Cairn c'est beaucoup les étudiants, pour Science Direct c'est un peu moins les étudiants, plus les enseignants-chercheurs, etc. Donc on peut avoir des statistiques très intéressantes. Encore une façon de voir selon les disciplines, hein, comment ils utilisent les ressources. Donc à la fois, on peut avoir des comparaisons, quelles unités de recherche utilisent quelles ressources. Donc là je vais passer un peu plus vite, c'est juste pour vous montrer. On peut donc du coup avoir l'ambition d'avoir une politique documentaire et donc de dire il y a des choses anormales, ici c'est pas normal que ces revues soient pas consultées, donc on peut réagir suite à ça. On peut aussi se poser la question les statistiques sont produites par EasyParse, mais on a déjà de toute façon les statistiques éditeurs. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est différent? On l'a regardé et on a fait par rapport à certaines revues, hein, parce qu'on peut pas comparer, les bouquets ne sont pas, quand il y a un grand bouquet on peut pas comparer la totalité, pardon. Et donc là, on a comparé pour certaines revues et on a très peu de différences entre ce que peuvent produire les éditeurs, enfin ce qu'on peut récupérer chez les éditeurs, et puis ce qui est produit par EasyParse. Donc on l'a fait sur différentes revues. Voilà. Donc là, par exemple, un exemple de consultation des unités de recherche. Voilà. Et puis là, on a notre démonstrateur qui est Bibliomap. Ça impressionne toujours les gens. Voilà. On met là. Donc Bibliomap, en fait, c'est un démonstrateur qui permet de voir. On est opérateur donc pour les ressources du CNRS et de l'INSERM. Et en fait, les technologies qu'on a utilisées nous permettent de faire ce qu'on appelle du streaming, c'est-à-dire que les fichiers de log qui sont produits à la volée, EasyParse est suffisamment performant pour les analyser en direct. Et donc c'était l'ambition qu'on avait quand on a choisi les technologies, mais on n'était pas sûr que ça puisse marcher. Et avec Stéphane, un jour, on s'est dit comment on pourrait le prouver. Et donc, en reliant directement le fichier de log avec EasyParse, et qu'est-ce qu'on va produire? On s'est dit on va utiliser la géolocalisation pour voir où sont situées les consultations. Et donc ça ne sert pas à grand chose sauf à démontrer que le logiciel est performant, et ça plaît beaucoup aux décideurs en fait. Voilà. Voilà. Alors
Ce que je peux vous dire, c'est que si vous installez EasyParse, potentiellement, vous pouvez avoir votre bibliomap. Je suis passé en début d'année à l'Université de Lorraine, j'ai fait une immersion chez eux pour finaliser leur usage d'EasyParse, et je leur ai proposé un EasyParse, un bibliomap jaune, hein, parce que l'Université de Lorraine, leur couleur c'est le jaune, et donc ils ont leur bibliomap jaune. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. Donc là, oui, comment valoriser Bibliomap. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quel que soit le moment où vous vous connectez sur Bibliomap, eh ben, y a de l'activité. Donc ça fait un peu rebond avec la conférence d'hier sur le fait de les chercheurs, ils travaillent tout le temps. L'accès aux ressources numériques, elle est permanente en fait. Et donc c'est vrai que permettre l'accès aux ressources numériques, ça montre que ça peut modifier les pratiques. Voilà. En ce qui concerne la bibliographie en tout cas. On nous a demandé aussi, EasyParse, son domaine, c'est de produire des indicateurs. Il produit donc des fichiers CSV, donc on peut charger dans Excel, qu'on peut charger dans d'autres outils, mais tout le monde n'a pas Visokio, donc qui est un outil payant qui permet de faire des beaux tableaux de bord dynamiques. Mais donc la question c'est, nous on n'a pas Visokio, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc on va dans une suite du projet, proposer donc d'autres outils qui pourront s'intégrer et puis pour prendre la suite du process de traitement des statistiques. Donc il y a un outil qui s'appelle EasyVis qui est développé aussi à l'INIST. Donc on va coupler pour avoir des affichages dynamiques. Alors, je ne sais pas si j'ai un lien. Voilà, donc c'est quelque chose qui est relativement sympathique, qui permet en ligne d'avoir des choses comme ça. Voilà, bon, je passe peut-être rapidement. On pourra le montrer dans les ateliers. Alors, donc pour conclure, tout ça n'est possible que si on fait interagir pas mal de gens. Pour matérialiser cette interaction, pour garder un souvenir, une connaissance de toutes ces interactions, on a un outil qui s'appelle Analogist, en fait, qui est un wiki et qui permet donc de centraliser l'information, parce que là, on a des différents métiers qui travaillent ensemble, donc des informaticiens, donc qui vont, comme moi, qui vont installer EasyParse, qui vont faire l'exploitation, ou alors des documentalistes. Les documentalistes, c'est eux qui ont la connaissance des plateformes, qui ont connaissance des ressources qui sont mises à disposition. Et puis il y a aussi les négociateurs qui, eux, ont besoin des chiffres, qui ont besoin de savoir comment sont utilisées les ressources. Et donc pour ça, on a Analogist, qui est un outil qui est indispensable pour cette collaboration. Et donc, on est en phase de développement d'Analogist dans la partie analyse de plateforme pour stocker en fait comment la connaissance de la décomposition des URL qui est nécessaire pour reconnaître la sémantique de ce qui est consulté. Donc voilà, c'est l'équipe. Donc on est localisé à Nancy, donc à la fois Université de Lorraine. Vous connaissez Stéphane qui est ici, et puis Thomas. Voilà, j'espère que j'ai pas trop dépassé le temps. Si vous avez des questions, on est prêt à répondre. Et donc on anime un atelier cet après-midi pour tous ceux qui veulent se lancer dans la contribution d'analyse de plateforme. Voilà, on pourra vous expliquer comment faire. Bon, une question, et après, vu qu'il y a un atelier cet après-midi, je propose que les questions se posent plus à l'atelier, parce que là, on a quand même déjà beaucoup de retard. Mais une question tout de même. Oui, donc là, on a vu qu'il y avait des stats qui pouvaient être faits au niveau des personnes. Est-ce que par rapport à la loi informatique et liberté, est-ce que tout est bien géré? Alors, ce n'est pas des stats qui sont faites par rapport aux personnes. C'est des stats qui sont faites par rapport aux composantes.
C'est-à-dire que voilà. Alors déjà, tout dépend en fait de l'authentification. Comment est gérée l'authentification au niveau du serveur mandataire? C'est lui qui gère l'authentification, et donc le serveur mandataire va laisser une trace potentiellement dans le fichier de log, ce qu'on appelle le token d'authentification. Et c'est ça qui permet de faire le lien avec les caractéristiques de l'usager. Et donc, on travaille aussi avec les responsables CIL en fait, des organismes à l'élaboration d'un document qui va dire, voilà, justement, comme vous allez produire des statistiques, on le fait nous, au niveau du CNRS, on a une déclaration à la CNIL qui prévient les utilisateurs, qui dit que si vous utilisez le service, eh ben, potentiellement, on peut faire des statistiques d'usage sur ce service. Donc en travaillant avec eux, à l'université, il y a en fait déjà ces déclarations qui concernent l'ENT, et puis le deuxième m'échappe, c'est Apogée. C'est Apogée. Donc, en fait, on est en cours d'élaboration d'un document qui va dire, en fait, ça se rapproche plutôt de ce qui est service numérique au niveau de l'ENT. Et donc, quelles sont les déclarations? Vérifier en fait que les déclarations sont conformes. Et puis, il y a aussi une autre chose, c'est qu'on fait un traitement sur des données qui peuvent être considérées comme personnelles. En fait, l'adresse IP, rien que l'adresse IP de l'utilisateur peut être considérée comme personnelle. Et donc, intégrer le fait que dans la déclaration à la CNIL, on précise bien qu'il y a un traitement qui est fait sur les données, les logs, pour les statistiques d'usage. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Je pense qu'on peut effectivement